Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la réalité virtuelle a bel et bien un impact sur le monde réel, que ça soit en positif comme en négatif. Au cours des dernières années, on a vu énormément d'innovations technologiques qui ont littéralement bouleversé le paysage de la réalité virtuelle. On est passé de matériel qui coûtait cher et qui n'était pas transportable à du matériel qui est beaucoup plus abordable et qu'on peut transporter un peu partout avec les casques autonomes par exemple. Pour continuer dans cette lignée, j'aimerais vous parler de 4 autres axes d'amélioration qu'on voit arriver et qui vont permettre d'améliorer les différentes expériences en réalité virtuelle. C'est parti. Le premier point dont j'aimerais parler, c'est les douleurs physiques, les douleurs musculaires. Alors, la douleur en elle-même, c'est pas forcément le point d'amélioration, et puis c'est plutôt une amélioration sur ce point précis. Puisque quand on va participer à une expérience en réalité virtuelle, généralement, on va bouger les bras ou on va se déplacer un petit peu. Et selon l'intensité de l'expérience, potentiellement, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez faire à peu près autant de mouvements que dans une activité sportive. Et là où ça pose problème aujourd'hui, c'est que les gens, les développeurs comme les utilisateurs, abordent ce genre d'expérience en réalité virtuelle comme du jeu vidéo classique et pas comme une activité sportive. Or, les actions qu'on va faire au sein de ces expériences se rapprochent plus du sport que de juste être assis devant un clavier ou avec sa manette, par exemple. Et là où ça pose problème, c'est que on ne fait pas tout ce qui englobe la pratique sportive qui fait bouger votre corps, comme par exemple les échauffements, le fait de faire des pauses, ou encore de faire des étirements après des séances. Donc en fait, ça c'est un des points sur lesquels je pense qu'il va falloir travailler, tout particulièrement pour les expériences qui proposent une activité qui est assez intensive. C'est pas d'emmerder les gens, on va dire, qui utilisent les expériences, mais plutôt les accompagner autour de cet acte pour leur dire de se préparer, de faire des échauffements, de pratiquer, de faire des pauses pendant la pratique, d'inciter en fait les joueurs à faire des pauses et surtout de les inciter également à faire des étirements après coup. Si vous avez eu l'occasion de jouer un petit peu de manière intensive à Beat Saber, je suis sûr que vous avez quelques douleurs dans les épaules et dans les bras à force de vous gesticuler dans tous les sens. Et bien c'est typiquement le genre de choses qu'il va falloir améliorer et accompagner avec les nouvelles expériences pour permettre aux gens de pouvoir pratiquer dans des bonnes conditions et de ne pas avoir des douleurs articulaires ou musculaires après une session de jeu qui pourrait être un petit peu costaud. Ensuite, le second point dont j'aimerais parler, c'est la transparence technologique. Quand on va vouloir faire de la réalité virtuelle, généralement on va mettre un casque de réalité virtuelle. Et l'un des premiers reproches qu'on fait à la réalité virtuelle, c'est de venir isoler les gens. Et on va pas se mentir, c'est un petit peu l'objectif, c'est de s'isoler du monde réel pour être projeté dans un monde virtuel. Donc quelque part, c'est un petit peu normal. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui est un gros frein pour des gens parce que il y a beaucoup de personnes qui ont peur de perdre pied avec la réalité. Et c'est un sentiment qui est tout à fait normal. C'est normal d'avoir peur. Donc qu'est-ce qui peut évoluer à ce niveau-là? Typiquement, c'est le fait de rendre le matériel beaucoup plus simple à utiliser et moins effrayant. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est de faire en sorte d'avoir du matériel qui permette de s'isoler pour profiter des expériences en réalité virtuelle, mais de ne pas totalement perdre le lien avec l'extérieur ou bien pouvoir le récupérer facilement. Donc typiquement, ça peut être des casques comme le Lynx R1, dont on a parlé récemment, qui permet très facilement de s'ouvrir pour récupérer la vision en fait de son environnement. Ou encore, ça pourrait être une des innovations technologiques récentes, c'est le fait d'utiliser, ça se fait pour des écrans de télé, en fait d'avoir une espèce de film transparent sur lequel on peut remplacer ça par une télévision. C'est-à-dire que c'est une technologie qui permet d'avoir un espèce de film transparent ou une espèce de plaque. Me demandez pas de vous expliquer comment ça marche, j'en sais rien, mais concrètement, vous avez une plaque qui est transparente et tout d'un coup, en un claquement de doigts, vous pouvez transformer ça en une télé. Et bien ça, typiquement, pour des casques de réalité virtuelle, ça serait génial parce que en un claquement de doigts, comme sur le Quest par exemple, quand on fait un double tap sur le côté, on a les caméras infrarouges qui vont nous permettre de voir notre environnement. Ça pourrait être génial d'avoir la même chose sur des casques de prochaine génération, sur laquelle on utilise ce genre d'écran pour avoir en fait, tout d'un coup, tac, on voit à travers cet écran-là et pouf, on peut vraiment voir notre environnement réel sans passer par des caméras et en ayant vraiment, reprendre pied avec la réalité. Donc ça, c'est un des seconds points qui est important qu'il va falloir développer dans les prochaines années. Ensuite, le troisième point dont je voudrais parler, c'est tout ce qui concerne l'interactivité et de manière plus générale, l'expérience utilisateur. Quand on a commencé de développer la réalité virtuelle, le premier réflexe a été de se reposer sur des éléments d'interface qu'on connaissait, donc typiquement des manettes, clavier, souris, pour pouvoir interagir avec du contenu, parce que c'est comme ça qu'on l'a fait sur ces 30-40 dernières années dans l'informatique. Le problème est que, en fait, ça marche pas. En fait, ça marchouille, mais d'un point de vue expérience utilisateur, c'est pas génial.
Et aujourd'hui, on a des nouveaux moyens en fait d'interagir avec le contenu, que ça soit des manettes avec 6 degrés de liberté, donc on peut les déplacer en 3 dimensions, on peut les tourner dans les 3 dimensions. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose, enfin, jusqu'à la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui n'était pas très commun. On a également du hand tracking, le fait de pouvoir détecter les mains. Ça aussi, c'est quelque chose qui est arrivé sur le grand public très très récemment avec des casques comme l'Oculus Quest. Donc c'est très très récent. On a également le suivi oculaire qui peut être utilisé. Tout ça, ce sont des façons nouvelles qu'on a d'interagir avec des expériences. Et typiquement, on peut utiliser du eye tracking sur PC. Voilà, ça marche. C'est juste que c'est pas très répandu. Dans le cadre de la réalité virtuelle, en fait, on a tout un tas de façons qui sont à notre disposition qu'on peut utiliser pour interagir avec les applications. Je pense que aujourd'hui, on a encore un gros travail à faire à ce niveau-là pour faire en sorte que les applications deviennent vraiment intuitive à utiliser pour des utilisateurs, en utilisant justement tous ces éléments à disposition qu'on a. Et ce que ça veut dire par là, c'est qu'il va falloir réinventer. Alors c'est pas un sujet qui est nouveau, je crois que j'en ai peut-être même déjà parlé sur cette chaîne, mais en fait il faut qu'on réinvente la façon d'interagir avec les contenus. Il faut qu'on réinvente la façon de taper du texte, de saisir du texte en réalité virtuelle, parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir soit faire ça à la main avec ses 2 doigts, ou avec des pointeurs. Ça marche si vous voulez, et dans la majorité des cas on est obligé de faire ça, mais c'est pas super intuitif. Il y a potentiellement moyen de faire mieux. Donc tout ça pour dire que autour de cette idée de l'expérience utilisateur, en fait, il faut presque repartir d'une feuille blanche et de se dire qu'est-ce qu'on a de possible comme interaction, qu'est-ce qu'on peut utiliser et comment on peut utiliser ces interactions-là pour faire en sorte que l'utilisateur, de la façon la plus naturelle possible, utilise ces moyens-là pour interagir avec l'application qu'on va vouloir développer. Voilà, donc ça c'est un autre point qui me semble très important, c'est l'expérience utilisateur. Et enfin, le dernier point, ça va être plutôt tout ce qui concerne le matériel et plus précisément la miniaturisation du matériel. Il n'y a rien de pire que d'avoir 7 kilos sur la tête pour faire de la réalité virtuelle. J'exagère un petit peu le trait, mais même encore aujourd'hui, quand vous avez des casques qui font 500 grammes, comme par exemple le Quest 2 fait à peu près 500 grammes, ça paraît pas beaucoup comme ça, sauf que quand vous faites des longues sessions de jeu, au bout d'un moment, ça commence à peser son poids. Et donc, pour vraiment améliorer l'expérience générale des expériences en réalité virtuelle qu'on va pouvoir faire, on va passer inévitablement par cette case de la miniaturisation. Et ça s'est passé, en fait, cette phase-là de miniaturisation, elle n'est pas nouvelle, elle a lieu depuis de nombreuses années. Il y a 10-15 ans, on pouvait faire de la réalité virtuelle, c'est juste que ça prenait toute une pièce. Aujourd'hui, ça tient sur un Quest. Donc vous voyez, l'étape de miniaturisation, elle fait quand même son bonhomme de chemin. Mais on peut encore aller plus loin. On entend de plus en plus parler de lunettes de réalité augmentée. Donc on entend parler depuis un petit moment, mais là, on dirait qu'on commence à arriver à une étape où ça commence à tenir vraiment la route. Donc voilà, on avance sur cette étape de la miniaturisation et récemment j'ai d'ailleurs vu une startup américaine qui a commencé à tester les premiers prototypes de lentilles de réalité augmentée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'idée c'est de porter une lentille électronique et d'avoir quelque chose de projeté directement sur la lentille en fait. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de porter quoi que ce soit. Tout ça c'est relié par Wi-Fi, alors je ne sais pas exactement comment c'est connecté, mais vous avez une connexion sans fil à un dispositif externe et c'est tout en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Minority Report, quoi, c'est ça. C'est en train de se faire en ce moment, quoi. Donc cette étape de la miniaturisation, elle va aussi jouer son rôle, en fait, dans l'adoption en grande par la masse de ce genre de technologie, parce que forcément, si c'est plus facile à utiliser, si c'est plus facile à transporter, et que, en fait, vous pouvez l'utiliser facilement et le transporter avec vous tout le temps, eh ben, vous allez mécaniquement l'utiliser. Si on prend en référence les tout premiers téléphones portables qui ont existé dans les années 80-90, c'était des trucs qui étaient énormes comme ça. C'était transportable, c'était pas portable. Et on regarde aujourd'hui, un smartphone, voilà, c'est ça. Ça tient dans la poche. Ce qui fait que tout le monde l'a dans la poche, en fait. Si votre téléphone, c'était un frigo comme ça, il y aurait que 2 ou 3 personnes qui se trimballeraient avec juste pour se la péter, parce que ça serait chiant, en fait. Donc en fait, cette partie évolution de la miniaturisation, ça va grandement jouer avec l'adoption de ces technologies, parce que forcément, plus c'est facile à transporter, plus c'est facile à utiliser, plus vous allez être tenté de le garder avec vous et de l'utiliser récemment, comme par exemple une montre. Une montre, vous la portez parce que c'est simple, ça marche, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous le mettez à votre poignet, gauche ou droite, peu importe, et vous avez l'heure.
Bah, c'est la même chose. C'est la même chose avec votre smartphone que vous avez aujourd'hui dans votre poche, et ça va probablement être la même chose avec les futurs dispositifs qui vont sortir pour faire de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Donc toutes ces choses-là, elles vont pas arriver tout de suite. Il y en a sans doute qui vont arriver plus vite que d'autres, surtout au niveau des usages et de la façon dont on construit les applications. Pour tout ce qui est du matériel, bah ça, il va falloir voir ce que les industriels vont arriver à nous proposer en termes de nouveaux matériels et de miniaturisation. Mais toujours est-il, ce qui est sûr, c'est que ça va arriver. Alors, si parmi cette liste-là, il y a d'autres choses que vous voyez, que vous aimeriez voir, on est curieux de savoir ça, donc mettez-nous ça en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner, ça permet de supporter la chaîne, ça nous donne du courage pour continuer de faire des vidéos, donc n'hésitez pas à faire ça s'il vous plaît, ça serait super cool. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt!